Donc bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 5 mai 2023 et je continue euh, la lecture commentée, découverte et commentée de Kant, projet de paix perpétuelle, qui me sert d'appui pour démontrer la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue justement vers cette paix perpétuelle. La paix universelle et perpétuelle. On va vers cet état. On y va inconsciemment, sans le savoir, comme la plupart de nos activités, hein, pour l'instant. On a développé cette humanité euh, sans, de façon inconsciente. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous avons constitué une espèce particulière, nous nous sommes répandus sur l'ensemble de cette planète, nous sommes allés nous adapter à l'ensemble des environnements sans savoir. Hein. C'est la poussée démographique, c'est la curiosité, ça peut être. Les moteurs sont divers et variés, mais nous sommes allés nous adapter à la banquise, nous sommes allés nous adapter au désert, nous nous sommes adaptés à la forêt amazonienne, nous avons traversé les mers, nous avons conquis, en fait, nous nous sommes répandus sur l'ensemble de cette planète. Et puis, à un certain moment, nous avons commencé, après des centaines de milliers d'années d'acclimatation, de changements physiques, etc., d'adaptation aux milieux les plus variés, nous avons inconsciemment encore, sans savoir ce que nous faisions, euh, organisé une sorte de retour vers l'unité, d'unification. Mais ce n'est pas un retour vers l'unité ordinaire, comme si nous allions, comme si une troupe de primates s'était répandue sur la planète et puis après se retrouve, mais avec les mêmes pulsions, sans avoir rien fait évoluer. Nous aurons fait évoluer tout un tas de choses. La maîtrise du comportement, la maîtrise de notre environnement, que nous commençons à comprendre et à maîtriser à travers l'écologie, de façon de plus en plus écologique, et on atteindra le 100% écologique, la perfection écologique, c'est clair et net. Voilà, on ne peut pas y échapper à ça. Donc, et la maîtrise du questionnement. On répond de plus en plus à nos questions. Qu'est-ce que c'est que cette création? Comment est faite? Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce qu'il y avait? Comment s'est fait cet univers? Pourquoi il y a cet univers plutôt que rien, etc. Est-ce qu'il y a du divin ou pas? Alors moi, sur la théorie de la mécanique universelle, j'essaie de démontrer qu'il y a du divin. En fait, que la perfection vers laquelle nous allons, c'est la fusion avec le divin. Nous allons à la rencontre du divin, en fait. Et c'est ce que pensait, par exemple, Edmond Husserl. Voilà. Et d'autres, de nombreux philosophes ont pensé ont eu cette pensée-là. Et puis les grandes religions ont cette vision de l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation, l'atteinte, le moment où le loup et l'agneau peuvent se coucher ensemble, l'enfant et le serpent peuvent dormir dans la même couche, etc., où il n'y a plus de danger, en fait, voilà, où on arrive à à la paix totale. Voilà. Et ben nous allons dans cette direction-là. Et, euh, alors, ce qui aura été réalisé entre le moment où nous nous sommes distingués des autres primates et aujourd'hui, c'est que nous aurons fait tomber, dans tout ce parcours d'évolution, nous aurons fait tomber nos pulsions, les pulsions qui empêchent nos cousins primates d'atteindre
d'atteindre l'extase, d'atteindre la sagesse, d'atteindre la fusion avec le divin. Ce qui les empêche d'atteindre ça, c'est leur pulsion, agressivité, système dominant-dominé, thésaurisation des privilèges, etc. Voilà. Ils sont dans l'immédiat, mais avec toutes ces pulsions qui les empêchent d'atteindre une paix, une sérénité totale. Dans une troupe de chimpanzés, il y a des dizaines de bagarres quotidiennement. Voilà, chez les babouins, c'est la même chose, etc. Voilà, dès qu'il y a un grand nombre d'individus, on se retrouve avec ces problèmes de domination, etc. Eh bien, l'humanité devra dépasser, en fait, tout notre travail, c'est de dépasser ces pulsions-là pour atteindre l'état de sagesse, où on n'a plus ces pulsions. Et s'il n'y a plus ces pulsions, on tombe effectivement dans la contemplation, dans l'état de contemplation et dans l'état de sérénité absolue et dans l'état d'extase. Voilà. Alors, ce que l'on voit d'ailleurs à la télévision chez les gorilles, il est probable qu'ils touchent à cet état d'extase parce que par moment. Mais malgré tout, ils sont encore sur le système dominant-dominé. Et comme ils sont dans des toutes petites structures, des petits clans très réduits, ça réduit effectivement le nombre de violences, ou etc., etc. Mais il n'y a pas la sérénité vers laquelle l'humanité va, même s'ils sont à un rythme, on le voit, la façon dont ils se déplacent, etc. C'est un rythme extrêmement qui correspond au rythme de l'extase. Quand on a vécu l'extase, comme j'en ai fait l'expérience sans le vouloir, hein, accidentellement, on est à ce rythme-là, ce rythme extrêmement lent, une sorte de sérénité absolue, et qui fait qu'on ressent des choses d'une autre manière. Dans ce rythme absolument lent, on est avec des sensations qui n'ont rien à voir, qui sont les vraies sensations de l'extase. Voilà. Alors, il est vraisemblable qu'ils touchent, qu'ils goûtent à cet état d'extase. Mais ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis aux prédateurs, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que l'humanité s'acharne à dépasser pour atteindre la sérénité absolue. Voilà, ils ne sont pas dans cet état de sérénité absolue. Et puis, l'homme a une autre vocation, celle de comprendre son monde. Donc, on a une autre mission, en fait, par rapport à nos cousins gorilles, par exemple. Voilà. Et ce qui est pas, on n'est pas, c'est pas supérieur, il n'y a pas de supériorité. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres espèces, nous sommes différents et c'est tout. Et voilà. Et on va vers le respect absolu vers eux. Alors je vais continuer la lecture de cet ouvrage-là, Kant, Projet de paix perpétuelle, et à partir duquel je prends appui parfois, voilà, sur des ouvrages comme ça pour pouvoir démontrer la pertinence de cette réflexion sur l'évolution de l'humanité. Alors j'en suis au 6. Aucun État, donc c'est les premières, dans la première section contenant les articles préliminaires en vue d'une paix perpétuelle entre les États. Le 6e article. Aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future. Par exemple, l'emploi d'assassins, percutors, d'empoisonneurs, bénéficie, la violation d'une capitulation, la machination de trahison, perduelio, dans l'état avec lequel on est en guerre. Alors, on voit à quel point, pour reprendre ce qui se passe dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on voit que tout ça, c'est
c'est pas respecté, évidemment. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a des assassinats de part et d'autre dans les, voilà, l'emploi d'assassins mutuels pour aller faire des actes de terrorisme de l'autre côté de la frontière et de part et d'autre. Et ça, ben voilà, c'est quelque chose qui fait que ça augmente tout le temps le degré d'agressivité, le degré de quand on a des, comment dire, ça augmente en fait le niveau de guerre, le niveau de, c'est quelque chose qui n'est pas favorable à faire la paix en réalité. À partir du moment euh, où on est dans un système qui ne serait pas un combat loyal entre deux belligérants, et il n'était pas possible, par exemple, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, parce que la Russie était largement avantagée au niveau armement, etc., etc. Mais le fait d'aller chercher, d'aller prendre appui sur l'Occident de façon plus ou moins dissimulée, plus ou moins indirecte, en commençant en disant bon, nous on n'interviendra pas, on n'enverra pas telles armes, etc. Puis progressivement, on voit que les choses évoluent dans ce sens, etc. Et donc, on voit bien que ce qui se profile au bout de cela, c'est quelque chose de dramatique. C'est soit une capitulation de la Russie, ce qui est quasiment, qui est assez improbable, c'est possible, hein, qu'elle puisse dire bon ben c'est bon, j'accepte la défaite, euh, et à ce moment-là, voilà, il y a, pardon, je me retire, voilà, faites ce que vous voulez, occupez l'Ukraine, je reprends mes frontières en disant aux États-Unis, ben voilà, ok, d'accord, vous avez gagné, l'Occident a gagné, je me recule et je repars dans mon truc. Voilà, alors ça serait une possibilité. Je crois qu'elle est impossible à tenir en Russie, à mon sens, hein, même si je pense que certainement une grande partie de la population en a marre de la guerre, très certainement, comme de l'autre côté. Et de l'autre, et sinon, ça serait que de l'autre côté, le choix de la paix soit plutôt décidé, c'est-à-dire, ok, on choisit la paix, on va trouver la solution pour ce Donbass, pour cette partie de l'Ukraine, on va réfléchir pour telle et telle chose, et ok, on accepte d'arrêter les hostilités. Donc ça veut dire que on n'envoie pas de criminels de l'autre côté, de part et d'autre, on ne va pas empoisonner les opposants, les trucs, etc. de l'autre côté. On ne viole pas la capitulation. S'il y a une capitulation, on accepte que, ben voilà, si la capitulation de la Russie se décide, eh bien, on n'en profite pas pour avancer. S'il y a la capitulation de l'Occident de l'autre côté, les Russes n'en profitent pas pour avancer encore, etc., etc., ou pour ne pas concrétiser la paix. Voilà, comment peut se dérouler cette paix-là. À mon sens, je pense, hein, mais je pense que ça sera ça va se jouer du côté des BRICS. C'est possible, hein, mais c'est compliqué à pouvoir déterminer. Mais il est possible que ce soit de ce côté-là que la bascule puisse se faire. C'est-à-dire
équilibrage musclé des forces entre l'Occident et ce qui est le monde émergent. Voilà, un monde émergent qui dit stop à l'Occident, qui dit stop, c'est fini. On sort de ce mécanisme d'agressivité, de domination, d'avancer toujours vers la frontière de l'autre, d'essayer de neutraliser les pays. Ça a été le cas pendant 150 ans, depuis que l'Amérique s'est constituée en superpuissance. Elle s'est ingéniée, elle a avancé dans tous les domaines. En Amérique du Sud, elle a fomenté des révolutions, elle a empêché les systèmes démocratiques d'émerger, elle a soutenu des dictateurs, des dictateurs d'extrême droite, etc. Les États-Unis sont partis dans un système de toute puissance en prenant des bases navales un peu partout pour neutraliser les Chinois, pour neutraliser les Russes, pour neutraliser tout ce qu'ils s'estimaient être leurs ennemis, quoi, en somme. Hein. Et donc, on sort de ce mécanisme-là, de toute puissance, d'agressivité, du fait que les États-Unis aient besoin d'avoir des ennemis pour pouvoir se rester fédérés, pour pouvoir voilà, parce qu'en fait c'est une grande part de la fabrication de l'ennemi, c'est pour pouvoir fédérer des mentalités qui ne pourraient pas se fédérer. Et peut-être que on le retrouve dans de nombreuses parties du monde. Le fait de ne pas choisir la paix, c'est parce que dans la communauté, dans la nation qu'on a constituée, ça serait le chaos. On arrive, si les États-Unis étaient paisibles, par exemple, eh ben, entre les communautés, ça pourrait être vraiment violent, parce qu'il y a des abus entre les communautés, entre les groupes, entre les religions, etc., etc. Donc, la guerre est une sorte de ferment pour pacifier ces états d'esprit vraiment différents. Et je pense que dans bien des pays, on retrouve ce type de pensée, de façon d'être. Voilà. Bon, bref, ce sont des visions politiques qui ne tiennent pas compte de la complexité, qui ne connaissent pas moi, je parle de ça de façon un peu cavalière, parce que je ne sais pas les tenants, les aboutissants. Et puis, surtout, je ne tiens pas assez compte de la vraie nature humaine, qui fait que, ben oui, peut-être que si l'Occident décide la paix avec la Russie, par exemple, peut-être que les velléités, peut-être que ça stimulerait l'agressivité de l'autre. Peut-être qu'il prendrait ce désir de paix comme une faiblesse. Alors qui sait, c'est possible. C'est un peu ce qui est dit. Il y a une sorte de paranoïa là derrière. Alors est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce que c'est de la réalité? Est-ce que les Russes sont belliqueux ou est-ce qu'ils sont offensifs? Est-ce qu'ils sont, comment on dit, comme les Allemands pendant la guerre mondiale, c'est-à-dire impérialistes? Il y a un terme, expansionniste, voilà. Est-ce qu'ils ont des désirs expansionnistes ou est-ce qu'ils ont simplement le désir de ne pas avoir un ennemi à leur frontière, pour avoir l'esprit tranquille, pour être en paix, pour ne pas avoir... Chose que les États-Unis n'auraient jamais supporté d'ailleurs, d'avoir les Russes à leur... par exemple, si les Russes faisaient une base navale
dans, dans le, euh, au Venezuela ou à Cuba, les Américains supporteraient absolument pas ça. Donc en fait, c'est là où on voit bien que c'est injuste, c'est pas possible. Alors ça peut s'imposer quand on est le plus fort, mais quand on n'est plus le plus fort, tout ça, ça ne peut pas. L'injustice ne peut pas être imposée quand on n'est plus le plus fort. Et les Américains sont en train de ne plus être les plus forts. Donc l'injustice est de moins en moins supportable par le reste du monde. Voilà. Et maintenant, cette injustice, il va falloir qu'ils la ravalent, qu'ils changent, et ça sera valable sur toute la planète pour les Américains et pour leur, euh, leur chasse gardée, les pays qu'ils protègent, qu'ils défendent, leurs alliés en somme. Voilà, ça sera pareil pour l'ensemble. Donc la seule solution, c'est la justice. C'est tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Et là, c'est quelque chose qui sera respecté. On peut abuser de cette chose-là, faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, quand on est dominant, quand on est le dominant. Mais le dominant, à un certain moment, il flanche, il tombe. Tous les dominants, tous les systèmes dominants. Et il y avait un auteur romain qui a écrit quelque chose de superbe là-dessus. J'ai jamais pu retrouver ce truc-là. Je l'ai lu il y a 15 ans de ça, et j'ai trouvé ça super, et je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Je l'ai mis sur mon site, cette citation, mais comment les empires tombent, comment les empires s'effondrent. Au début, on s'arme parce qu'on a peur de son voisin immédiat. Voilà, on a un voisin, on a peur de lui, donc on va s'armer. En s'armant, le voisin va dire mais pourquoi il s'est armé comme ça? Donc on fait peur au voisin sans le vouloir, hein, parce qu'au départ c'est la peur qui motive cette chose-là. Donc le voisin va s'armer. Ah, donc dans ces conditions, on a vu qu'il s'est armé, pourquoi il s'est armé, etc. Comme on est en position de force, on va envahir ce voisin pour le dominer parce qu'on a peur de lui, on a peur du fait qu'il se soit armé. Donc on l'envahit. Et à ce moment-là, autour de soi, ça soulève des peurs. Les autres disent mais pourquoi il a envahi, etc. Donc il y a des contestations. On va commencer à envahir le premier cercle, les premières frontières tout autour de soi, par sécurité. En faisant ça, on soulève de la peur au deuxième cercle, qui vont s'armer parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont affaire à quelqu'un d'expansionniste dans cette... Et ça pourrait être un système expansionniste. Hitler, c'était ça. C'était je prends d'abord des territoires parce que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de... Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais voilà, pour défendre mes propres... ceux qui étaient de langue germanique, donc je vais prendre la Pologne, etc. Mais je reste là. Et puis au final, on se rend compte que plus il s'étend et plus il avance. Voilà. Et donc, les Romains avaient compris ce mécanisme-là. Et à un certain moment, on va sur le deuxième cercle, on le prend, etc., jusqu'au moment où on s'écroule sous le poids des ennemis qu'on s'est ainsi constitués. Et cette phrase, elle est extraordinaire. Et cette phrase, je l'avais dit il y a 20 ans, par rapport à l'Occident, justement. Quand je voyais comment ça se passait, cet expansionnisme qui commençait là dans les années 2000, la guerre en Irak, etc., tout ce qui... Et puis cette idée qui était, il faut faire tomber tout ramener le Moyen-Orient, le Proche-Orient
au Moyen-Âge de manière à ce qu'ils ne nous embêtent plus, quoi, en somme. Voilà, dans cette chose-là, qui ne nous embête pas, qu'on puisse avoir le pétrole, les matières premières, etc., et qui ne représente plus un danger. Et j'écrivais à cette époque-là, ce désir expansionniste finit par écrouler celui qui est dans cet état. Et bien là, on arrive exactement à ça. Le système occidental est en train de s'écrouler par le poids par le nombre des ennemis qu'il s'est constitué. Et tout ça parce qu'il est dans la surdité, qu'il n'a pas pu s'arrêter à temps, qu'il semble ne pas pouvoir s'arrêter à temps. Et donc, il y a un problème quand même derrière cette chose-là. Alors, peut-être ça passera, hein. On ne sait pas comment ça va comment le point de fixation qu'est l'Ukraine, comment ça va se réaliser, on a l'impression que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, que ça peut être à l'avantage des BRICS, que ça peut être à l'avantage de l'Occident. Mais en tout cas, la logique veut qu'un système impérialiste, un système offensif comme ça, finisse par s'écrouler sous le poids des ennemis qu'il s'est constitué. Voilà. Et donc ça, c'est l'inverse de la sagesse. C'est l'évolution inconsciente de la société. Et ça ne peut pas évoluer comme ça. Voilà. Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. On a vu les 6 points fondamentaux dont il parle. Je vais voir si c'est... Oui, je pense qu'il y a les deuxièmes articles définitifs pour la paix perpétuelle. On fera ça dans la foulée. Voilà, si vous appréciez ces idées atypiques, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. À bientôt, merci.